Bonjour, bienvenue sur la chaîne Suspension et Traction. Aujourd'hui, on va parler encore d'une traction, c'est une 15.6 oléopneumatique. Donc cette version, c'est un modèle 1954. Elle est équipée d'accessoires d'époque. On a des gros Marshall Aerolux avec verre ABTP 347. On a des longues portées Marshall 672. On a des flèches Marshall, on a des rebris longs, ce qui évite la projection de gravillons sur les ailes. Donc je vous disais, c'est une version à suspension arrière oléopneumatique. Donc on la reconnaît par les barres de torsion avant qui sont plus souples et plus longues et qui dépassent des ailes et de la calandre et qui vient un petit peu ici juste derrière les pare-chocs. Les versions à suspension plus dures, traditionnelles, on ne voit pas les barres de torsion qui dépassent. On a des déflecteurs DEF, qui est un petit accessoire d'époque. Donc ici, on coupe la vitre d'origine. On peut monter ces trucs-là. Il y a des petits déflecteurs en plastique sur le dessus, qui est typique. À l'arrière, c'est une malle bombée à partir de juillet 52. Et on reconnaît les 15 oléo, car le cycle 15.6 n'est pas sur l'aile arrière, mais au milieu de la malle. Sur l'aile arrière, ce sont les 15 à suspension traditionnelle. Et voilà, au milieu de la malle. On pourra remarquer que sur les 15H, il y a le pot d'échappement qui est sur le côté, qui sort tout droit comme ça. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, cette suspension oléopneumatique, c'était vraiment un proto et pour tester la viabilité du système. Et les 15H, c'était un proto destiné à ce que les clients testent le produit. On voit normalement sur les 15 normales qui n'ont pas la pompe haute pression, ça c'est le tube d'air qui vient dans l'habitacle, il est droit. Et là, on voit bien que c'est une adaptation de bureau d'études. Les gars ont tourné autour. C'est vraiment du proto. Le bloc est différent, enfin il est identique mais différent. Différent ici, on a la fixation de la pompe HP sur le bloc. Il y a des trous dans la fonte. Et ici, pareil, fixation du conjoncteur disjoncteur avec trois trous dans le bloc. On est en dessous, on voit les vérins, les sphères, donc c'est exactement ce qu'il y avait avant la DS et on retrouve ce type de train arrière à double bras indépendant, ces vérins et ces sphères. On peut voir à l'arrière dans la malle la manette de position qui permettait de mettre la voiture en position basse, route ou haut. Donc c'est une malle bombée, la roue de secours est à l'intérieur et on voit la notice de POC qui date de novembre 54 et qui donne les instructions. Actuellement, cette voiture est en position basse. Ici, la voiture a retrouvé sa position haute. Là, la voiture a trouvé sa position haute, c'est-à-dire sans aucune suspension. On est en hauteur au maximum. On retrouve le tableau de bord commun à toutes les tractions et principalement les 15. On a ici une commande supplémentaire qui est le verrou. Donc c'est une petite tirette qui permet de bloquer la suspension à l'état route. Et quand on monte à l'arrière, ça évite à la voiture de s'affaisser. Et quand on débraye et qu'on passe la première, on libère cette suspension. Sur les 15 oléo, le Neyman est à gauche. Donc c'est une voiture qui est en velours et dont les sièges n'ont pas de passepoil. Exactement comme les DS. Donc c'est vraiment le style avant-coureur de la DS. Les sièges sont en mousse Dunlop-Hilo. Donc c'est une mousse qui venait de l'usine Dunlop, qui était basée à Mantes-la-Jolie. C'est tout à fait spécifique. C'est très mou, contrairement aux tractions non oléo dont les sièges sont plutôt durs. On voit que les sièges sont très rembourrés. Donc ce moteur a été refait par les ateliers Chauvet
en 2007 par Philippe Chauvel lui-même. C'était un grand expert de la traction. Il a été particulièrement soigné, il est complètement équilibré, c'est-à-dire que son vilebrequin est équilibré, avec le volant moteur, avec son embrayage. Toutes les bielles ont le même poids, elles ont le même centre de gravité, les pistons ont été pesés, ils ont le même poids et le chambre de combustion équilibré. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer cette configuration de carburateur qui a été faite une première fois en 2006, qui a été remaniée par la société Carb 35 à Saint-Jacques-de-la-Lande. Et là, on a bien compris la façon dont fonctionne et dont est aménagée cette pipe 3 carbus et ainsi la culasse. On voit que la culasse de 15 a 4 entrées pour 6 cylindres, ce qui est a priori bizarre. Il doit y avoir des chemins à l'intérieur de la culasse. Et 4 entrées, 3 carbus. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et on s'est aperçu que le carburateur du milieu alimentait 4 pistons, le 2, le 3, le 4 et le 5, ce qui fait 4 pistons de 400 cm3, ce qui fait 2 litres. Et les carburateurs extérieurs alimentaient un seul cylindre de 500 cm3, le 1 et le 6. Ça, ce sont les carbus que je vais remettre sur la voiture. C'est tout à fait particulier comme config. On trouve des buses double flux ici, ça c'est une buse de 28 Abarth, là c'est du 24. On a des pompes enrichies pour le master, des pompes appauvries pour les esclaves. Voilà, donc on monte ça, on ira faire un tour. Si ça se passe très bien, bah, tant mieux, sinon bah, faudra reprendre le réglage et refaire de la mise au point. Donc là, je désaccouple les starters. Donc sur ce montage, j'actionnais à l'aide de la tirette les 3 starters en même temps. Vous allez voir sur le nouveau montage, on fera différemment. Là, j'attaque le démontage des banjos. Donc c'était des couvercles de 32 PBIC qui étaient à l'origine sans banjo. Et puis bah, j'ai monté des banjos, j'ai été taraudé dans le Zamac. Donc là, il faut faire attention parce que le Zamac, c'est à la fois dur et à la fois tendre. Donc faut y aller doucement. Vous avez vu qu'il y a une ligne en cuivre pour l'alimentation des trois carburateurs. Donc c'est du 8 mm intérieur, 10 extérieur et ça a été soudé avec de la brasure argent pour plus de solidité. Là, je remets un joint neuf entre la cale anti-chaleur et le carburateur. Sachant que ma surface d'appui a changé puisque je mets un nouveau carburateur. En revanche, le joint d'en dessous, je ne l'ai pas changé, la surface d'appui n'a pas changé. Je replace maintenant les nouveaux carburateurs avec la nouvelle config gicleur buse. Bon là, il n'y a pas de difficulté particulière, je refais tout dans le sens inverse.
Donc sur cette config, on a supprimé les starters des carburateurs esclaves et il n'y a que le maître qui est un starter. Ici on a mis des plaques d'obturation, ce qui permet d'éviter toute prise d'air. Donc là je désaccouple les biellettes d'accouplement de la tringle pour pouvoir régler séparément chaque carburateur. Je vous montre en gros plan le banjo que j'ai mis et j'utilise des joints cuivre, un avant la tubulure cuivre et un après. Donc des joints cuivre, ça veut dire qu'il faut une surface d'appui nette. Sur l'autre 15, la 48, j'ai utilisé des joints en fibre qui ont un petit peu tendance à fuir et à sentir un petit peu l'essence, ce qui n'est pas le cas avec les joints cuivre. Bon, là encore une fois, je resserre mes banjos. C'est dans du Zamac, donc il faut être vigilant et faire attention. Il ne faut pas trop serrer pour pas tout arracher, et puis il faut aussi serrer pour pas qu'il y ait de fuite. Donc c'est pas facile. On va faire un essai. Hop, pas mal. On va l'enquête un peu haut. Maintenant, avec cet outil, on va essayer de régler le flux d'air et la richesse au ralenti. Au moins sur les deux extrêmes, on va les mettre identiques. Et sur le milieu, étant donné qu'il alimente 4 cylindres, ce sera différent. Mais au moins, on met les deux extrêmes identiques. Là, je suis identique aux deux extrêmes. Bon, a priori, mise au point réussie. C'est très très fluide. Je crois que ce moteur n'a jamais tourné comme ça. Hein. C'est étonnant cette config. Bon, après ce nouveau réglage carburateur, changement de programme bus et gicleur, on voit que c'est beaucoup plus fluide au niveau de l'accélération. Ça monte beaucoup plus facilement, donc je pense que le réglage qu'on a fait est plutôt très bon. Le ralenti est encore un petit peu élevé, il va falloir qu'on revienne dessus et qu'on change certainement les gicleurs de ralenti. Là ça doit être des 50, il y a 3 x 50, il faudrait qu'on descende à 3 x 45. Bon, ça roule tout seul. Donc cette voiture a 5000 km, je vous l'avais dit depuis sa restauration. Elle n'a tourné uniquement qu'à la Motul 300V 2050. On peut dire qu'aujourd'hui elle est rodée. Elle tourne vraiment très très bien.
Vous aviez pu voir dans les vidéos précédentes, notamment la vidéo de la traction grise de 1948, cette batterie qui est une batterie 12 volts et qui a une sortie en 8 et une sortie en 6. Elle est en look ancien, en bac ébonite, et je vous la présente dans les secondes qui suivent. Elle vient de la société AJS. Alors nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la société AJS qui est fabricant de batteries et nous rencontrons Nathalie qui est la gérante de la société. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors Nathalie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'AJS rapidement? Oui, donc AQAJS est une société créée en 1952. Et depuis 1952, nous fabriquons des batteries pour les voitures de collection. Alors, fabriquées en France? Fabriquées en France, ici, dans notre atelier. D'accord, alors c'est principalement orienté voitures de collection? Alors, on fabrique pour les voitures de collection, mais notre magasin, nous sommes un spécialiste batterie. Donc, on fait toutes sortes de batteries. Mais la fabrication, c'est le petit plus que l'on a et nous sommes les seuls en France à le faire. Alors là, on est à Vienne, c'est entre Lyon et Grenoble? On est à 20 km de Lyon. D'accord. On est dans l'Isère, mais plus près de Lyon. Là, je vois que vous avez une batterie spécifique, c'est celle que j'ai montée dans mes tractions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors très spécifique parce que c'est pour une traction qui, normalement, les tractions sont en 6 volts. Mais là, elle a été transformée en 12 volts. Donc, on a fabriqué une batterie en 12 volts, mais nous avons pu sortir un pont en 8 volts et en 6 volts. Donc, batterie en ébonite, entièrement fabriquée chez nous. C'est très très beau. C'est très très beau. Alors vous les vendez, alors là elle est vide, elle est sans acide, oui. Et on a possibilité ensuite pour la mettre en service? Bien sûr, alors soit nous on la met directement en service, soit vous la mettez en service quand vous en avez besoin, du moment qu'elle n'est pas remplie. Vous pouvez la garder tant que vous le voulez. Il suffit de la charger et elle est prête à être utilisée. Ok, alors pour les gens qui nous regardent, moi j'utilise ces batteries depuis une quinzaine d'années. Quelle est la durée de vie de ces batteries? Alors, la durée de vie, ça va vraiment dépendre de la manière dont on prend soin de la batterie. Parce que sur les véhicules de collection, ce ne sont pas des véhicules qui roulent chaque jour, on le sait. Donc si on entretient bien la batterie, vérifier les niveaux, utiliser un chargeur de maintien, vérifier que l'alternateur ou la dynamo charge très bien, elles dureront longtemps. Bon. Mais vraiment, l'entretien est important. Voilà, donc moi je vous les conseille, c'est fabriqué en France, c'est Nathalie et sa famille qui les fabriquent, c'est important. Merci Nathalie. Merci à vous. Vous avez pu voir dans cette vidéo que cette traction 15 Oleo est équipée d'une batterie 12 volts, tout comme la 15.6 de 48 que vous aviez vue dans la vidéo précédente. Alors pourquoi j'ai monté cette voiture en 12 volts? Je vous explique brièvement. Vous connaissez cette formule, c'est une formule assez classique en électricité. La puissance en watts est égale à la tension en volts multipliée par l'intensité en ampères. Donc, si P égale I, je peux dire que I, le courant, est égal à la puissance sur la tension. C'est-à-dire que si j'ai une ampoule de 45 watts, sous 6 volts, j'aurai un courant de 7,5 ampères. La même ampoule en 12 volts de 45 watts, j'aurai un courant divisé par 2. Je peux dire que en 6 volts, mon courant dans mon réseau électrique est 2 fois plus élevé qu'en 12 volts. Il y a un phénomène dont on ne tient pas compte, souvent dans nos circuits électriques, c'est que les câbles, le circuit électrique, et d'autant plus un circuit qui a plus de 70 ans, comme les tractions. Bon, les deux tractions que vous avez vues, elles ont un circuit électrique neuf, avec un cuivre de bonne, je dirais de bonne fabrication, mais un cuivre d'il y a 70 ou 80 ans, c'est pas la même chose. Un phénomène qui entre particulièrement en jeu, ce sont les pertes, et les pertes en watts dues à la résistance du circuit. Les pertes en watts, c'est égal à la résistance du circuit en ohms, bon, c'est pas grand-chose, hein, multiplié par le courant en ampères fois lui-même, le courant au carré. Donc si je pars du principe que j'ai un circuit électrique qui fait 0,2 ohms, ce qui n'est pas grand-chose, ce qui est tout à fait réaliste, en 6 volts, P égale RI carré, ça veut dire que j'aurai une perte de 11,25 watts. En revanche, mon même circuit avec une perte d'une résistance de 0,2 ohms en 12 volts, bah, ma perte est 2,8 watts. Elle est 4 fois inférieure en 12 volts par rapport aux 6 volts. C'est ça l'explication et c'est pour ça que je suis passé en 12 volts sur cette voiture, sur ces deux voitures. D'ailleurs, vous avez pu constater que quand on passe un circuit en 12 volts, bah, on a l'impression que les ampoules de 45 watts 12 volts éclairent mieux que les ampoules de 45 watts 6 volts. Et ben, c'est exactement
pour ça, c'est dû à la résistivité du circuit et les pertes en ligne du circuit, qui est 4 fois supérieur en 6 volts, puisque le courant est 4 fois supérieur. Vous avez vu à plusieurs reprises dans ces vidéos de traction 15.6 un alternateur. Donc celui-là, c'est un alternateur de Volkswagen Transporter. L'intérêt, ou comme les Cox, ce sont les mêmes à part la puissance qui est supérieure sur les transporteurs. L'intérêt, c'est qu'on a deux sorties. Une sortie pour la turbine, comme sur les coccinelles, et une sortie pour la poulie. Donc on remplace la dynamo d'origine en 6 volts par un alternateur en 12 volts. Il y a une petite combine, c'est que la dynamo est en axe de 17, donc ça c'est la poulie d'origine de la dynamo, et la turbine d'origine de la dynamo. Simplement, les axes sont en 17, et là sur l'alternateur du transporteur, on est en 15. Donc on refait une poulie en diamètre intérieur 15, qui s'adapte sur l'alternateur. Pour la turbine, c'est un peu plus compliqué. Il faut la rebaguer. D'origine, il y a un insert en acier dans cette turbine. On le fait sauter et on rajoute un insert en acier avec un diamètre intérieur de 15. Voilà, c'est comme ça. Alors la dynamo de 15, elle est montée sur un support en aluminium. Là, on a recréé ce support en 3D et on l'a fait usiner en machine CNC 5 axes, ce qui permet d'adapter comme ça l'alternateur. Donc il y a un trou à l'intérieur, on place une vis BTR et il faudra démonter cet alternateur. Ça se démonte, hein, on enlève les charbons, on sort le rotor et on perce et on taraude ici en 12 mm. Donc ça se fait facilement. Vous voyez là, ça c'est la dynamo d'origine en 17 et l'axe en 15. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter sur la chaîne et je vous dirai comment se procurer ce kit complet qui comprend la turbine, le rebagage, ça se fait en échange standard, la vis BTR, le support en CNC 5 axes et la turbine. Voilà l'alternateur sur son support, la turbine montée. Donc moi j'utilise ce montage sur la première 15H à noir depuis 2007 et j'ai reproduit ce montage sur la 48 depuis 2024. Ça fonctionne très bien. Là j'ai un alternateur de marque Ella qui est disponible sur Oscaro et qui coûte 169 €, quelque chose comme ça. Et sur la 15H c'était un marque Bosch, mais là il coûte 350. Là ça fait je trouve ça un peu excessif. Ella étant une très bonne marque, ça coûte pas grand chose. Alors il y a un petit accessoire complémentaire à ce kit alternateur. En fait, on peut basculer tout l'éclairage de la voiture en 12 volts. C'est un circuit autonome. L'allumage en 12 volts, c'est un circuit autonome. Et il y a un autre circuit qui comprend le moteur d'essuie-glace et la jauge à essence. Et là, la jauge à essence, elle est en 6 volts et le moteur d'essuie-glace de la même façon. Et là, à part rebobiner le moteur d'essuie-glace en 12 volts, c'est compliqué. Il peut être détruit si on le fait fonctionner en 12 volts. Et la jauge à essence, pareil, si vous la faites fonctionner en 12 volts, elle va être détruite, ou alors faut en trouver une autre en 12 volts, mais c'est relativement compliqué. Par chance, au Neyman, il y a un fil qui alimente et la jauge à essence et le moteur d'essuie-glace. Donc il suffit d'isoler ce fil-là, et avec ce petit produit qu'on trouve sur Amazon, c'est un convertisseur 12 volts, 6 volts. Donc en fait, on prend notre 12 volts sorti du circuit électrique, on rentre en 12 et on sort en 6. Et ce fil, donc si je mets du 12 ici, j'ai du 6 ici, et je viens alimenter mon fil du Neyman qui prend la jauge à essence et le moteur d'essuie-glace, et j'alimente le dessus. Ça étant mon plus après contact, j'ai du plus 6 après contact, et j'alimente jauge à essence et essuie-glace en 6 volts, sans aucun risque. Ça fonctionne comme ça sur les deux véhicules, et ça fonctionne très bien. Ce petit convertisseur 12.6 sur Amazon, ça vaut 12, 13, voire 15 €, 15 € max. Ça convertit du 12 volts en 6 volts avec 10 ampères en sortie de 6 volts. C'est largement suffisant pour la jauge et pour le moteur d'essuie-glace.